Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour, je suis Franz Duboissé, consultant RH, ancien des RH dans les divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP, entre autres, et aujourd'hui responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises qui cherchent soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion des ressources humaines. Le thème de ce jour, c'est le règlement intérieur. Ce document aux accents juridiques prononcés s'impose dans les sociétés de plus de 50 salariés. Ce document n'est pas qu'un artifice réglementaire, il est surtout la base de votre pouvoir disciplinaire. Aussi, bon, pendant cette heure, nous allons approfondir le sujet et pas toujours maîtrisé par les entreprises. Euh, allons, allons, voilà, merci. Alors, pourquoi faire? À quoi sert un règlement intérieur? Comme son nom l'indique, le règlement intérieur émet des règles afin que les rapports sociaux au sein de l'entreprise soient clairement encadrés. Il énonce clairement ce que chaque partie, l'employeur et les salariés, a le droit de faire et ce qu'elles ont pour obligation. Ce sont des règles du jeu collectives, mais aussi individuelles à l'intérieur de l'entreprise. Par ce document, vous informez les salariés des limites de leur liberté, comme les horaires, la circulation à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi les possibilités de sanctions en cas de dérogation au règlement. Mais évidemment, ces obligations concernent aussi l'employeur. Le règlement encadre les droits de la défense du salarié et confirme la procédure de sanction. Les sanctions possibles et les limites maximales de ces sanctions, en particulier le nombre de jours maxi de la mise à pied, sont inclus dans ce document et vous êtes après astreint à ce que vous avez inscrit dans le document, le règlement intérieur. Donc, ce document, rapidement, devient donc la base de votre pouvoir disciplinaire. L'ensemble de la procédure reposera sur ce document. Alors, il est très, très utile, évidemment, de veiller à sa bonne rédaction. Même si j'ai peu vu dans les procès que j'ai pu avoir, de retour vers le règlement intérieur, mais j'ai vu en jurisprudence des cas où des mises à pied en particulier ont été annulées parce que dépassant le cadre qui avait été inscrit au sein du règlement intérieur. Donc, quelles sont les sociétés qui sont concernées par ce règlement intérieur? Toutes les sociétés ne sont pas obligatoirement concernées par le règlement intérieur. Avant 2020, le seuil des sociétés contraintes au règlement intérieur était de plus de 20 salariés. Alors évidemment, rapidement, on se trouvait confronté à la problématique de la consultation du alors comité d'entreprise. Bon, la réforme du CSE aurait pu corriger le problème, mais dans la perspective de simplification de l'administration des entreprises, souriez pas, c'est vrai, il y a eu des lois sur la simplification administrative. Le gouvernement a décidé de relever plusieurs seuils, dont celui-là. Le nouveau seuil est donc passé à 50 salariés, et ceci pendant un délai de 12 mois consécutifs. Ça veut dire que si vous êtes 50 pendant 11 mois et que vous redevenez au 12e mois 49, eh ben, il va falloir retarder l'affaire et attendre que dans 12 mois, vous reveniez à 50 salariés. Ça laisse généralement un peu de temps.
Depuis 2020, il y a correspondance entre l'obligation de consulter le CSE et la mise en place d'un CSE, au moins sous l'ancienne forme du comité d'entreprise. Reste néanmoins qu'une entreprise peut, si elle le souhaite, avoir moins de 50 salariés, mais avoir un règlement intérieur. Dans ce cas-là, cette société absorbe toutes les contraintes légales liées au règlement intérieur. C'est-à-dire que ce volontarisme ne la dédouane pas de toutes les obligations qui tournent autour de ce fameux règlement intérieur. Mais pour les entreprises de plus de 20 salariés, mais de moins de 50 salariés, eh ben, le flou existe parce que s'il était prévu qu'il y avait une survivance du règlement datant d'avant 2020, ben, l'entreprise ne se trouve plus en obligation de mettre à jour celui-ci, puisque inférieur à 50 salariés, et de décider de ne plus appliquer le règlement intérieur. Si on prend les événements tout à fait récents, je ne vois pas comment on peut ne pas mettre à jour un règlement intérieur et de maintenir celui d'avant 2020. C'est là totalement impossible. Bien sûr, le règlement intérieur s'applique en son ensemble, dans toute l'entreprise en son ensemble, hein, y compris dans les établissements secondaires, mais il peut aussi être différencié par établissement. Dans ce cas-là, évidemment, il faudra faire la totalité de la démarche pour chacun d'eux, ce qui ne va pas simplifier l'affaire. Alors, quels termes sont abordés dans ces fameux règlements intérieurs? Il y a des thèmes, si tu veux bien, il y a des thèmes récurrents depuis tout temps. Ces thèmes sont ceux qui sont liés à la vie quotidienne et qui sont absolument obligatoires. Ce sont les mesures d'application de la réglementation en matière de santé, de sécurité, dans l'entreprise ou dans l'établissement, évidemment, comme par exemple l'interdiction de fumer dans les locaux, les problèmes d'obligations de sécurité et d'obligations liées à la participation des salariés au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés eux-mêmes. C'est évidemment tout ce qui concerne le port de ce que l'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Ça a son importance dans certaines entreprises parce que c'est sur cette base-là que vous pourrez sanctionner une personne qui refuse de mettre un casque ou qui refuse de mettre des chaussures de sécurité, ce qu'on a plus souvent, on a affaire plus souvent avec ce problème-là, mais aussi évidemment, si on revient légèrement en arrière d'un an à 2 ans, le port du masque en cas d'épidémie, par exemple. Et oui, et ça rentre dedans et ça permet de contraindre à l'application de ce que vous avez mis en place. Les règles concernant la discipline, évidemment, le respect des horaires, par exemple, la nature et l'échelle des sanctions, c'est-à-dire c'est là que l'on pourra déterminer quelles sont les différentes sanctions que vous pourrez infliger à vos salariés. Et c'est vraiment à partir de cette liste-là que vous pourrez appliquer ces sanctions. Donc, si vous ne mettez pas, par exemple, la notion de rappel mise l'aide de rappel ou même de l'avertissement, vous ne pourrez pas appliquer d'avertissement puisque vous ne l'avez pas indiqué dans votre règlement intérieur. C'est peut-être un petit peu exagéré de passer directement en disant qu'on n'a pas mis l'avertissement, mais bon, c'est exactement le cas. Mais vous avez ce même cas pour la mise à pied, comme on l'a dit tout à l'heure. Votre mise à pied disciplinaire, j'entends évidemment disciplinaire,
a un cadre dans le nombre de mois, de jours, de jours à appliquer, de jours maximum. C'est dans ce document-là que l'on trouvera le nombre de jours maximum applicable en cas de mise à pied à titre disciplinaire. Alors, la jurisprudence à ce niveau-là, elle est assez claire. Au-delà de 8 jours, ça devient un petit peu exagéré de mettre plus de 8 jours. Et elle le refuse catégoriquement. Donc c'est vous, dans votre document, dans votre règlement intérieur, qui dirait d'ailleurs, ça sera mieux puisque c'est vous, qui dirait si s'il y a une mise à pied à titre disciplinaire, elle ne pourra être au maximum de X jours, ce X jours ayant un plafond à 8 jours. Ensuite, les dispositions sur le respect des règles disciplinaires. Alors ça, pardon, mince, ça c'est, je vais aller un peu vite en besogne. Tu veux pas aller, voilà. C'est dans votre règlement intérieur, vous allez rappeler l'ensemble de votre de vos obligations en matière de procédure disciplinaire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une convocation, un entretien et une notification. Et c'est là que vont apparaître les délais. À vous d'ailleurs de changer ces délais si vous voulez. Si vous voulez mettre plus de délais, dans la limite de ce qui est évidemment permis. Donc pour ces dispositions concernent le salarié, évidemment, si l'employeur envisage une sanction. Les dispositions concernant les droits à la défense des salariés sont inscrites dans le règlement intérieur. Alors c'est quoi ces dispositions de droit à la défense? C'est tout simplement les problèmes d'assistance du salarié lors d'une procédure disciplinaire, par exemple. C'est là où on distinguera que sur une procédure disciplinaire autre que le licenciement, la personne pourra se faire accompagner d'une personne de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs sur l'ensemble, parce que le conseiller, quoique, le conseiller du salarié, il faudra quand même l'envisager au cas où vous n'auriez pas de CSE, que vous ayez un problème de carence de CSE, parce que dans ce cas-là, vous n'auriez pas de représentant du personnel. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas un représentant du personnel, il y a accès par le salarié fautif au conseiller des salariés dont le nom est sur la liste prévue par le préfet. Et évidemment, en dernier, il y aura sur ce règlement intérieur la date d'entrée en vigueur. Ce n'est pas que anecdotique, on le verra à la fin. C'est arriver à deviner quand vous allez pouvoir mettre en place votre règlement intérieur. Et ça, quand on voit la procédure, c'est pas aussi simple que ça. Ensuite, il y a les nouveaux thèmes qui sont apparus, évidemment. Alors, il démontre quand même, ces nouveaux thèmes démontrent le parallèle qu'il peut y avoir entre l'évolution de la société dans son ensemble, hein, de la société française, et les entreprises. Certains thèmes deviennent essentiels alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. On va prendre par exemple l'alcool et le tabac. Si l'alcool était déjà présent auparavant, parce qu'on limitait à des quantités, à des jolies quantités quand même. L'entreprise peut aujourd'hui en interdire totalement la consommation. Pour le tabac, cette interdiction est quasi totale depuis 2007. Alors je dis quasi totale parce qu'il y a quand même toujours un local clairement identifié comme étant le seul endroit où on peut fumer. Signe de l'évolution du règlement intérieur parallèle à l'évolution de la société, on a vu apparaître, et ça c'est tout à fait nouveau, la problématique de la vaporette, qu'il ne faut pas oublier dans votre règlement intérieur si vous le mettez en place. Sachant que la vaporette étant incitative à aller fumer, et donc c'est pas bon pour les autres, même si c'est pas bon pour la personne elle-même. De même est apparu
de nouveaux thèmes comme la déconnexion. Alors là, clairement, c'est le développement des appareils portables qui fait que le règlement doit aussi maintenant mettre en évidence cette problématique de droit à la déconnexion. Et tout comme le règlement doit intégrer les dispositions concernant l'interdiction, la prévention, la répression du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes. Là aussi, on est bien, c'est extrêmement représentatif de l'évolution de la société et l'évolution des méthodes et du courant dans l'entreprise. Et donc, votre règlement intérieur doit prendre en compte ces évolutions. La toute dernière évolution, elle date de pas de très longtemps, puisqu'elle date du 1er septembre 2022. Plus d'actualité, ça va être difficile, surtout dans le domaine du règlement intérieur, quand même, qui n'est pas une chose où ça bouge tous les jours. Depuis le 1er septembre 2022, votre règlement intérieur doit mentionner la législation applicable à la protection des lanceurs d'alerte. Alors, où allez-vous trouver cette législation? Eh bien, elle est inscrite dans l'article L 1321-2 du Code du travail, qui a été modifié par la loi du 21 mars 2022. Cette loi est là pour protéger les personnes qui ont lancé une alerte au sein de l'entreprise contre son entreprise, évidemment. Parce que il y a des méfaits qui ont été observés, parce que choses qui ne devraient pas arriver, qui arrivent, et donc le salarié se met en état de lanceur d'alerte, et évidemment, il se met en danger. Donc là, la protection, le Code du travail a décidé de protéger les lanceurs d'alerte, et donc il faut que vous l'indiquiez dans votre règlement intérieur. À noter aussi, d'ailleurs, dans le même, axe, pour les entreprises de plus de 500 salariés et plus, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, mais pour ces entreprises-là, et qui ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions d'euros, bon, ça commence à être de jolies entreprises quand même, le règlement intérieur intègre un code de conduite, c'est-à-dire ce document décrit les mesures à mettre en œuvre dans l'entreprise pour prévenir, et en France et à l'étranger, les faits de corruption et de trafic d'influence. Bon, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un, mais toujours pareil, si c'est absent de votre règlement intérieur, eh bien, ça va être délicat à sanctionner ou à poursuivre. Dernière chose, autre chose, les limites de votre règlement intérieur. Ça, c'est pas le tout, on va pas tout mettre. Déjà, ce n'est pas le règlement intérieur n'est pas un outil de coercition totale. Il a évidemment des limites. Il ne peut pas aller à l'encontre des lois, règlements, accords conventionnels, accords d'entreprise, évidemment. De toute façon, selon un principe quasi immuable dans le social, un acte ne peut augmenter une obligation édictée par un acte émanant d'une instance supérieure. Alors, vous ne pourrez pas, par votre règlement intérieur, modifier par exemple, votre accord d'entreprise. Ça, c'est impossible. Et c'est surtout absolument interdit. Le contenu ne peut évidemment pas restreindre les droits des salariés et les libertés individuelles et collectives, au-delà de ce que peut justifier la nature de votre travail, du travail à accomplir. Et c'est toujours pareil, comme dans le pouvoir disciplinaire. Il faut que la sanction soit, et là, dans notre cas, c'est les interdictions, les limitations de liberté, soit proportionnelle au but recherché. Du coup, il y a des clauses totalement prohibées,
c'est les clauses restrictives de liberté avec atteinte à la vie privée. Par exemple, celle qui dirait, celle qui toucherait la liberté du mariage via les clauses de célibat. Oui, pourquoi pas, hein. Mais si on en parle, c'est parce que ça a été vu. Interdire des conversations personnelles, imposer des tenues de travail alors que l'intérêt de l'entreprise ne le justifie pas. Si évidemment pour des hôtes et hôtesses d'accueil, la, le, pardon, le costume et la tenue de travail ne s'imposent. Pour la personne assurant la comptabilité au fond du dernier bureau, elle s'impose quand même nettement moins. Elle a aussi l'impossibilité de prévoir des fouilles systématiques. Elle peut évidemment prévoir des fouilles dans un cadre que le règlement va déterminer et selon une procédure que le règlement va déterminer. Je rappelle que pour les fouilles, il y a tout intérêt à vous faire accompagner par votre délégué du personnel. Bon, évidemment, non, alors délégué du personnel, pardon, ça c'était fut un temps, de délégué de votre représentant du personnel, voilà. Sachant que vous allez être embêté pour que le jour où ça tombe sur lui. Reste néanmoins que vous devez bien encadrer cette fouille, cette capacité de fouille. Vous n'avez pas le droit non plus d'inscrire dans votre règlement intérieur des clauses qui portent sur le contrat de travail. Style, j'ai décidé de mettre la période d'essai à 6 ans pour les salariés employés, 8 ans pour les agents de maîtrise et 20 ans pour les cadres. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas encadrer dans votre règlement intérieur la rémunération. Vous ne pouvez pas, comme pour les périodes d'essai, prévoir la durée du préavis, prévoir l'ordre de passage dans les douches, prévoir immédiatement le traitement des heures supplémentaires. Ce n'est pas le lieu pour traiter ça et vous n'avez pas le droit, parce que ça va être une restriction de liberté qui est bien au-delà de ce que le but recherché du règlement intérieur. Évidemment, dans les interdictions, l'exercice du droit de grève, l'utilisation des crédits d'heures par les représentants du personnel, la restriction de leur liberté de circulation au sein de l'entreprise sont évidemment totalement interdites, puisque cela entrave l'exercice syndical au sein de votre entreprise. Donc, on ne touche pas au droit syndical et au droit de la représentation du personnel au sein de votre règlement intérieur. Ça, c'est totalement interdit. Sont interdites aussi, d'ailleurs, des clauses discriminatoires ou créant des inégalités qui discrimineraient donc les salariés à capacité professionnelle égale. Donc, pas aucune discrimination fondée sur le sexe, sur l'âge, la grossesse, le handicap, enfin, toute la liste qui apparaît sur votre règlement intérieur d'ailleurs. Évidemment, puisque vous mettez le texte de loi sur la non-discrimination, évidemment, votre règlement intérieur ne va pas en mettre en place. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, sont exclues toutes les sanctions pécuniaires, style réduction ou suppression de primes suite à un retard ou à une absence. Toutes les clauses contraires à la loi et au règlement ou aux conventions collectives. Par contre, votre règlement donc devra toujours, et je le rappelle, donner un cadre aux sanctions par la nature ou le nombre maximal de jours autorisés, par exemple, sur la mise à pied disciplinaire. C'est un peu lourd là-dessus, mais c'est important d'y penser.
quel est bon, quels sont les rôles joués par le CSE et l'inspection du travail là-dedans? Bon, des rôles pas toujours sympas, puisque bon, sur le CSE, c'est relativement léger, puisqu'il doit être consulté sur l'ensemble du texte. Ça veut dire quand même que lors de la convocation qui fait la convocation de votre CSE, il va falloir faire référence à ce point et un document projet doit être annexé à celui-ci. Il faut savoir que vous allez organiser un débat au sein de votre CSE, que vous devez prendre en compte évidemment les remarques présentées par votre CSE, argumenter évidemment votre refus ou modifier votre texte initial en fonction de ce que vous avez discuté. Donc c'est une vraie discussion qui, c'est pas juste une présentation, c'est une consultation. Donc on est là dans la consultation négociation. Bon, il y a des choses sur lesquelles, franchement, il n'y a pas grand-chose à discuter, mais tout de même, il faut les aborder. Cela va faire l'objet évidemment d'un procès-verbal signé par le secrétaire et vous-même. Alors, bon, évidemment, ça, on a l'habitude, hein, vous faites des procès-verbaux après chaque réunion, vous les signez vous-même, mais sachant que dans certains règlements internes au CSE, déjà, ayez en tête que ce document va être vu par l'inspecteur du travail. Donc, tout ce qui est écrit et dit sera vu et servira au contrôle de l'inspection du travail. Donc, on fait bien attention à ce qui est dit et on fait surtout bien attention à ce qui est écrit et de la manière dont c'est écrit. La difficulté peut provenir que votre règlement intérieur, donc au CSE, impose que la signature du secrétaire peut intervenir qu'après l'approbation faite par le CSE lui-même du procès-verbal. Ça veut dire que là, vous prenez un mois de délai ou alors vous décidez de réunir, telle la mitraillette, votre CSE dans des périodes extrêmement courtes. Cela, évidemment, peut alourdir considérablement les délais de mise en œuvre de votre règlement intérieur. Une fois que vous avez votre document signé, vous débouchez pas tout à fait encore le champagne, vous le gardez au frais parce que maintenant il va falloir l'envoyer chez l'inspecteur du travail. Alors, l'article L 1322-1 du Code du travail dit l'inspecteur va contrôler la légalité du règlement intérieur. À tout moment, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des clauses du règlement qu'il juge contraires aux dispositions du Code du travail. Ça va loin, c'est-à-dire il peut très bien dire votre règlement intérieur, je n'en veux pas, vous modifiez ça, 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 ça. Bon, hormis le fait que ça vous agace, ça a quand même d'autres conséquences. D'abord, vous avez envoyé à votre employeur 2 exemplaires du règlement intérieur. Bah oui, parce que l'administration va quand même pas payer la copie du règlement intérieur, donc c'est vous qui allez la payer. Vous allez en envoyer 2. Et vous allez évidemment communiquer l'avis de vos représentants du personnel consulté par le procès-verbal que l'on a vu juste au-dessus. L'avis, donc, il est matérialisé par les procès-verbaux des réunions, d'un simple compte-rendu de la réunion où la question a été évoquée. Bon, tout va bien. L'article L 1322.2 du Code du travail dit, lui, la décision de l'inspecteur est motivée. Il ne peut pas vous dire, vous retirez telle ligne, tel article, tel paragraphe de votre article, numéro machin. Il doit évidemment motiver sa décision et il doit vous la notifier. Et vous devez
Si lui ne le fait pas, vous devez évidemment le transmettre au CSE. De toute façon, il va falloir le transmettre parce que vous êtes obligé de tout recommencer. Donc, comme il y a un changement, il va falloir tout repartir. Repartir à zéro et tout refaire. L'inspecteur du travail compétent. Alors, qui est-ce? Il s'agit d'inspecteurs dont dépend l'entreprise ou l'établissement. Dans le cadre d'un règlement intérieur unique à l'entreprise, mais avec plusieurs établissements, c'est celui du siège social de l'entreprise. Pour des questions de preuve, évidemment, il est très, 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 très fortement conseillé d'adresser un courrier contenant les 2 exemplaires du règlement intérieur et avis des IRP en lettres recommandées avec accusé de réception et pitou, et la ceinture, la bretelle et tout ce qu'il faut. Vous pouvez même d'ailleurs faire un petit mail en plus, comme ça sera difficile de dire je ne l'ai pas reçu, j'ai pas pu donner mon avis. À savoir quand même que le défaut de communication dans l'affaire à l'inspection du travail, c'est une condition de validité de votre règlement. Il faut savoir que l'employeur qui ne respecte pas cette obligation rend le règlement intérieur inopposable à ses salariés. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans votre règlement intérieur, si vous n'avez pas fait l'ensemble de la démarche, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc vous ne pourrez pas sanctionner un salarié qui aurait enfreint le fameux règlement qui n'a aucune valeur. À l'inverse, le salarié, lui, peut se prévaloir du règlement intérieur, même si l'employeur n'a pas accompli, évidemment, la totalité des formalités de communication à l'inspection du travail. En clair, le règlement intérieur sera opposable à l'employeur, mais pas au salarié. Alors évidemment, on peut avoir des recours contre la décision d'inspecteur. Bon là, armez-vous de patience quand même, parce que c'est prévu par l'article LMI 322-3 du Code du travail. La décision de l'inspecteur est ouverte au recours, évidemment. Elle est ouverte au recours hiérarchique et au recours contentieux. Le recours hiérarchique, c'est l'employeur ou d'ailleurs ou les salariés et leurs représentants, il faut le savoir, qui souhaitent contester la décision de l'inspecteur du travail, peut le faire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'inspecteur. Ce recours s'exerce évidemment auprès de la DRET. La décision de la DRET est motivée et adressée à l'employeur, communiqué pour information aux représentants du personnel, le silence gardé par l'administration pendant les 2 mois, vos décisions implicites d'acceptation du recours. Alors, quand au début, je vous disais qu'on avait une chose évidente qui était de mettre la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur, ce n'est pas aussi évident que ça. Puisque là, vous ne savez pas quand la décision arrivera, à 2 mois près. Bon, ça le fait quand même. Le recours contentieux, lui, c'est un recours en annulation pour excès de pouvoir qui peut évidemment être exercé devant un tribunal administratif. Eh oui, c'est une décision d'administration, donc c'est au tribunal administratif de travailler et pas au prud'homme. Et ce, là aussi, dans un délai de 2 mois à compter de la décision. Bon courage si vous voulez contester. Mais vraiment, bon courage. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, si évidemment ça a été purgé de tout recours, si monsieur l'inspecteur du travail a trouvé votre travail excellent et a dit bravo, félicitations, vous êtes les meilleurs, vous avez le droit de le mettre en place, parce que s'il a dit vous modifiez, évidemment, on repart à zéro, c'est-à-dire
j'ai une modification, donc j'ai un nouveau texte. Si j'ai un nouveau texte, je repasse à nouveau ce texte devant le CSE qui doit faire à nouveau un PV, qui doit à nouveau être envoyé à l'inspecteur qui vérifie si ça a bien été pris en compte. Et donc, à nouveau, vous êtes sous la pression de ah bah en fait, j'avais pas vu, mais il y avait ça aussi qu'il faudrait changer. Chose totalement possible. Alors, une fois que tout ça est purgé et que vous avez déjà vieilli d'à peu près d'un an, simultanément à l'envoi du courrier à l'inspecteur du travail, vous devez en plus déposer votre règlement intérieur auprès du greffe du tribunal des prud'hommes. Alors, le ressort, évidemment, soit du siège, si c'est un seul et unique règlement intérieur. Si c'est un règlement intérieur par établissement, évidemment, ça se dépose sur chaque conseil des prud'hommes de chaque établissement. Vous allez me dire, si je l'envoie en même temps à l'inspection du travail et au conseil des prud'hommes, il risque d'avoir plusieurs fois le règlement intérieur. Mais bon, c'est tout à fait vrai. Mais comme le rôle est uniquement celui d'enregistrer le dépôt, ben voilà, vous aurez 2 enregistrements au lieu d'un seul. Parce que contrairement à l'inspecteur du travail, le conseil des prud'hommes ne valide pas, ne vérifie pas votre règlement intérieur. Il enregistre le fait que vous avez déposé votre règlement intérieur, c'est tout ce qu'il fait. À la limite, c'est la meilleure étape. Et évidemment, comme cela est simultané, il peut y avoir un hiatus entre le dépôt et la demande de modification de l'inspection du travail. Et ben, c'est pas grave, de toute façon, on a recommencé tout à zéro. Aussi, il est possible de faire. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est bien gentil votre truc, mais on peut pas faire autrement. On peut faire autrement. On peut faire autrement. Je sais pas si on va gagner beaucoup de temps, mais on va gagner beaucoup de Mahalox et Gaviscon. On aura beaucoup moins de brûlures d'estomac. On peut faire une demande auprès de l'inspecteur du travail, une demande de rescrit avant de démarrer la procédure. C'est la loi sur le droit à l'erreur qui a créé un nouveau type de rescrit qui vous permet d'interroger l'inspecteur du travail sur la conformité de votre règlement intérieur au Code du travail. Ça permet de faire en sorte que lorsque vous allez faire votre dépôt officiel, il sera automatiquement, accepté. Vous devez faire une demande à l'inspection du travail en mentionnant le ou les dispositions sur lesquelles vous voulez son avis. Vous devez évidemment joindre le règlement intérieur, ça vous l'auriez deviné, ainsi que les références à votre convention collective, même si, parce que ça, lui, ne peut presque pas le deviner, et aux accords collectifs, évidemment, si vous en faites, si vous en avez, et pour lesquels vous faites référence dans votre règlement intérieur. Et surtout si ça fait l'objet d'une demande de rescrit. Cette demande doit être adressée à l'inspection du travail, évidemment liée au ressort soit de l'entreprise, soit de l'établissement, par tout moyen qui confère date certaine. Donc, tout moyen, à part le porteur et je vois que la lettre recommandée avec accusé de réception, il n'y a que ça qui pourra vous donner une date certaine, vu que l'administration n'a pas encore validé la notion de mail. Évidemment, il a 2 mois pour vous répondre. Quand je dis que ça n'a pas grand impact sur les délais purs, mais au moins ça, si ça a un impact puisque vous n'avez pas à refaire à nouveau tout le process vis-à-vis de votre CSE et vis-à-vis du tribunal des prud'hommes. Évidemment,
comment gérer les retours tiens donc. Et j'ai un petit bout qui me manque. Bon, c'est pas grave. Inscrit ou pas, il faudra quand même prendre en compte les modifications demandées par l'inspection du travail, hein. Ça imposera à refaire évidemment toute la démarche, comme on l'a dit, auprès de votre CSE, en lui fournissant l'avis. Et évidemment, il faudra lui donner l'avis de l'inspection du travail pour qu'il sache pourquoi le travail que le CSE a fait n'est pas valable. Et il faudra évidemment refaire le PV de la séance. Et de même, il faudra retourner à nouveau le règlement intérieur tout neuf à l'inspection du travail pour une nouvelle consultation. Et évidemment, le redéposer à l'administration. Tout ça, ça va pas être facile. Tout ça fait que une fois que vous êtes bien avancé dans votre projet de règlement intérieur, non, c'est pas fini, hein. Oh, trop facile ça. Mais vous y êtes presque quand même, hein. Vous êtes presque au bout de votre périple. Par contre, il n'y a pas de délai entre le dépôt et la publication. La publication se fait par tout moyen auprès de vos salariés, hein, euh, par moyen qui puisse permettre aux salariés de prendre connaissance de ce règlement intérieur. Alors, comme on l'avait vu dernièrement pour le document unique d'évaluation des risques professionnels, pensez à vos salariés qui n'ont pas accès au numérique. C'est vrai que le plus simple, c'est de dire, il est sur l'intra de l'entreprise. Vous allez voir, c'est en page, machin, c'est magnifique, c'est merveilleux. Sauf que tout le monde n'a pas accès à un poste. Tout le monde n'a pas accès à un poste à n'importe quel moment et de façon relativement discrète. Pensez à l'ensemble de vos salariés et dans toutes les situations qui peuvent les concerner. Bon, l'intranet ne peut pas toujours suffire. Affichez-le sur des endroits de passage, évidemment, et pas derrière la porte. On ne doit pas vous opposer de la publicité au travail que vous venez de faire. Parce que franchement, vu le travail qui vient d'être accompli, ce serait quand même dommage, je veux dire, de se voir reprocher le fait que vous n'ayez pas bien publié votre document. Je rappelle que ce document assoit votre pouvoir disciplinaire. Alors, tout le monde doit être parfaitement informé de celui-ci. Évidemment, si vous mettez une règle du jeu en place et que personne n'est au courant de cette règle, vous êtes sûr que personne ne va la suivre. Mais je ne sais pas si ça a un véritable intérêt ni pour le salarié, ni pour l'entreprise. Je serais tout à fait d'avis, c'est même plus que je suis d'avis, je vous conseille fortement d'informer les nouveaux arrivants, d'abord en y faisant référence dans les contrats de travail. Ça, c'est un tout premier point. C'est dans votre contrat de travail, vous faites référence à la convention collective. Alors, allez jusqu'au bout et faites référence au règlement intérieur de l'entreprise. Ce qui fait que la contre-signature de votre salarié sur ce document, sur ce contrat de travail, peut vous mettre quand même à l'abri d'une contestation de connaissance. C'est un excellent moyen. Par contre, je pense que ce document peut faire partie du livret d'accueil. Ça a son importance quand même. Et si vous en avez un, bien sûr. Mais évidemment, le côté austère du document, franchement, il y a quand même plus joyeux à lire, va quand même à l'encontre des canons de la communication, mais au moins, il assure
néanmoins la communication de ce fameux règlement intérieur. Par contre, s'il n'y a pas de délai entre le dépôt et la publicité, il y a un délai, pardon, excusez-moi, il reste néanmoins qu'il y a un délai entre la date de dépôt et publicité et la date de mise en œuvre du règlement. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois. Alors, quand on revient un peu en arrière et quand on regarde tout le périple qui est à faire pour mettre en place ce fameux règlement intérieur, il est évident qu'il est extrêmement délicat de prévoir la date d'application du règlement intérieur. Un conseil, voyez large. Voyez large, de toute façon, vous n'êtes plus à 1 mois près pour faire en sorte que ce règlement intérieur s'applique. Vous avez vu, il y a des délais, de recours, il y a des délais l'inspecteur du travail a un temps fantastique pour pouvoir se prononcer. Pour peu que vous contestiez sa décision, vous avez de nouveaux délais qui se remettent en place. Vous avez tous les délais liés à la convocation de votre CSE, hein, quand même, mine de rien, et vous avez un peu de délai pour publier, même si, bon, il y a des méthodes pour publier rapidement, mais tout ça fait, mis bout à bout, ça fait qu'on ne sait pas. Ça fait qu'on ne sait pas du tout combien de temps on va mettre pour arriver au bout de ces, de son, au bout de son voyage. Donc, voyez large, n'hésitez pas, vous n'êtes plus à ça près de toute façon. Modifier, évidemment, évidemment, une fois qu'on l'a mis en place, il serait quand même dommage de ne pas avoir à modifier son règlement intérieur. Ça peut arriver qu'on ait besoin de le modifier. Ça peut arriver, d'autant plus que ça doit arriver pour tous les règlements intérieurs en place actuellement, avec la loi de septembre 2022 sur les lanceurs d'alerte. C'est le cas donc en ce moment avec cette notion de lanceur d'alerte, cette modification, mais c'est aussi le cas si vous souhaitez établir une note de service, bon, ce que l'on sait moins d'ailleurs, qui aura une valeur réglementaire. Cette note de service n'a d'effet que si elle a suivi toutes les démarches que l'on a vues jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que cette note de service doit être discutée devant le CSE, qu'elle doit être envoyée à l'inspection du travail pour consultation aussi, et doit être déposée auprès du tribunal des prud'hommes. Pour qu'une note de service ait une vraie valeur réglementaire, il faut qu'elle ait fait exactement le même process que suit le règlement intérieur. C'est pour ça que quand on édicte des règlements, des notes de service, on a l'impression de bien structurer sa boîte et de bien l'organiser, mais ça n'a pas beaucoup de valeur et ça pourrait être très, 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 très contesté et contestable, évidemment. Donc, il faudra, pour toute modification de votre règlement intérieur, il faudra notifier et consulter, pardon, le CSE. Vous devez le consulter comme si vous le mettiez en place et donc vous devez entamer une négociation pour recueillir un avis favorable sur le procès verbal, qui peut avoir des effets un peu négatifs sur ce qui est déjà en place. Parce que, comme chacun sait, hein, en négociation, tout ce qui a été négocié peut être renégocié. Et donc, vous pouvez vous retrouver face à une contestation d'anciennes mesures que vous avez mises en place, mais qui subitement ne plaisent plus.
Enfin, vous devez consulter votre inspecteur du travail qui, au regard de l'obligation de septembre 22, doit avoir pas mal de boulot administratif actuellement et qui va prendre un peu de temps. Et évidemment, vous devez les déposer auprès des conseils des prud'hommes ou du conseil des prud'hommes selon ce que selon votre organisation interne. Enfin, là encore, il faudra procéder à une publication de ces nouvelles mesures avec une date de mise en application respectant le délai d'un mois. Donc, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez tout intérêt, si vous avez décidé de mettre en place un règlement intérieur aujourd'hui, d'être tout à fait exhaustif maintenant. Parce que c'est comme si une modification d'un règlement intérieur revient à refaire un règlement intérieur. Soyons clairs. Voilà pour ce qui est du règlement intérieur. Rapidement, pour conclure, ce qu'il faut retenir de cette séance. Bon, que le règlement intérieur codifie évidemment la vie quotidienne dans la société et régit les rapports sociaux. C'est effectivement, ça codifie le vivre ensemble. Que le règlement intérieur est obligatoire pour les entreprises à partir de 50 salariés sur 12 mois consécutifs. Donc, attendez bien les 12 mois, ne vous précipitez pas. Que les thèmes sont extrêmement limités et parfaitement encadrés par la loi. Ne rêvez pas. Et que la procédure est simple. C'est vrai qu'en termes, elle est simple. Hein, je vais voir le CSE, je vais voir l'inspecteur du travail et je dépose ça auprès du prud'homme. Bon, vu comme ça, c'est pas très compliqué quand même. Sauf que voilà, sauf que si c'est simple, c'est extrêmement chronophage au point où ça pourrait être un thème de stage pour un étudiant. À mon avis, ça les vaut. Ça vaut de mettre une personne qui là-dessus, bon, qui pourrait arriver évidemment parmi d'autres tâches à mettre en place ce fameux règlement intérieur dans votre entreprise. Enfin, la dernière chose à savoir, c'est que votre règlement intérieur est la base de votre pouvoir disciplinaire et que si vos salariés y sont tenus, vous y êtes aussi tenu vous êtes tenu aussi à votre règlement intérieur. Ça, c'est extrêmement important. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur le règlement intérieur. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce rapide tour d'horizon éveillera des interrogations de votre part. Sachez que notre service est présent pour y répondre ou vous aider dans la gestion quotidienne de vos salariés, si vous le désirez, et des modèles de documents et de règlements intérieurs sont à votre disposition ainsi que des fiches pratiques. Ils sont disponibles sur notre site, assez accessibles par abonnement. Nous invitons évidemment à vous rapprocher de votre commercial dans ce cas. Notre prochain webinaire aura lieu le 13 décembre. Nous nous pencherons sur un truc aussi extrêmement sexy qu'aujourd'hui, c'est la procédure prud'homale. Ses méandres, savoir à peu près, on n'ira pas de façon extrêmement poussée parce qu'on ne va pas faire une thèse là-dessus, mais savoir que faire en cas de réclamation d'un salarié devant les conseils des prud'hommes. Est-ce qu'il faut toujours avoir un avocat? Est-ce qu'il y a des recours? En gros, comment s'en sortir correctement? Voilà ce que nous aborderons le mois prochain, où je serai ravi de vous retrouver. Je vous remercie et je laisse la parole à Aurélien.